La République démocratique du Congo est en guerre. Les M23 sont en train de combattre dans l'est de la RDC, les forces loyalistes et les FARDC. Et ces M23 sont soutenus par le Rwanda, d'après plusieurs rapports des FARDC. Une situation qui est condamnée de par le monde entier, les États-Unis, l'Union européenne et beaucoup d'autres structures internationales. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial d'Entre les lignes. Nous la consacrons à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons savoir comment mettre fin à cette insécurité qui n'a que trop perduré. Je reçois dans ce numéro spécial le professeur Jean Omeunga. Il est donc professeur ordinaire au département des relations internationales. Domaine de recherche, il est donc dans la spécialité de la diplomatie, défense et sécurité. Donc de l'UNIKIN, il a fait ses études donc en relations internationales à Paris, Sorbonne, en France. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission et bonjour professeur Omeunga. Et bonjour monsieur. Professeur, la présentation a été bien faite, je pense. Mais oui, je suis très content de cette présentation, je crois que c'est magnifique. Et je crois que c'est pour la première fois que vous m'avez reçu dans votre chaîne. Et je pense que ce sera une bonne chose. Et ça ne sera pas la dernière fois. Merci. Sinon, je suis très content pour le décor. Mesdames et messieurs, et donc c'est parti pour ce numéro spécial d'Entre les lignes consacré à la sécurité. Professeur, quelle est votre lecture de cette guerre qui se vit dans l'Est de la RDC avec les regains des tensions grâce au M23? Oui, mais cette affaire de la guerre à l'Est, ce n'est pas la première fois. Ça fait un bout moment et nous avons été attaqués à l'époque de Laurent Désiré Kabila, à l'époque de Joseph Kabila et maintenant, actuellement avec Félix Tshisekedi. Donc je pense que c'est une affaire qui devait déjà prendre, le Congo devait prendre des dispositions permanentes, parce que c'est ça ce que nous décrions, tout nous, par exemple les spécialistes, parce que nous, on ne peut pas vivre, on ne peut pas toujours subir les événements. Nous, les géopoliticiens, on veut toujours anticiper les événements, même en temps de guerre ou en temps de paix. C'est pourquoi cette histoire de la guerre, à un moment donné, il y a accalmie. Mais on devait toujours se préparer parce que par rapport à ce que nous avons comme déterminants géopolitiques, c'est-à-dire que les ressources stratégiques, les minéraux, la dimension territoriale, la dimension, l'environnement, tout ça, c'est sûr que nous sommes objets de convoitises et nous devons toujours nous préparer en conséquence et de manière permanente. Raison pour laquelle, quand Mouzé est arrivé ici, il s'était très très bien parce qu'il a vu, et nous étions entourés de Mouzé, pour dire que nous sommes dans un grand pays et qu'il faut toujours préparer la guerre, même si on veut la paix. C'est pourquoi vous avez vu un élément seulement d'exemple, que pour préparer ça, il a dit donc que nous devons nous préparer en créant un service national. Parce que le service national, c'est un service très important pour des perspectives de toute guerre longue et populaire. Parce qu'on vous donne beaucoup à manger et il y a toujours, on ne peut pas être en coupure de stock alimentaire. Vous êtes spécialiste en question de diplomatie, défense et sécurité. Oui. Professeur, dites-nous un peu quelles sont les causes. Quelles sont les causes pour lesquelles la RDC est agressée dans sa partie Est? Oui, et cette question, on me la demande toujours un peu comme ça, mais j'ai toujours dit, et j'ai toujours proposé malheureusement, qu'il y ait toujours la jonction entre la science et la politique. Et pour cette question que vous demandez, c'est une question qui pourrait avoir de bonnes réponses quand un groupe de gens, un centre de recherche, se mettent, les professeurs de diverses spécialités se mettent pour étudier froidement quelles sont les causes que nous sommes toujours attaqués par l'Est et quels sont les acteurs en jeu, quelles sont leurs motivations, quelle est la nature de la guerre qui prépare, est-ce la guerre classique, est-ce la guerre irrégulière, ou c'est le terrorisme, et par rapport à ça, on peut pondre des moyens appropriés à cette guerre. Pour me revenir à votre question, bien que je suis seul, je crois qu'il y a plusieurs questions et on peut s'imaginer d'abord
est-ce que, première interrogation, est-ce que pour l'espace vital que le Rwanda nous en veut? Est-ce que le Rwanda qui est un tout petit terrain et que nous avons une dimension territoriale vraiment très importante, est-ce qu'il veut nous déstabiliser par rapport à quelques faiblesses que nous avons pour au moins avoir cet espace pour sa population? Parce que dans les temps, vous savez très bien, dans les temps, l'Allemagne, par exemple, faisait des guerres pour au moins l'espace vital, pour que les Allemands trouvent un endroit plus important à vivre. Mais est-ce que c'est ça le Rwanda? Ce point d'éloquation, est-ce que je peux me demander, c'est pour l'espace vital que le Rwanda peut nous faire la guerre? Est-ce que deuxième chose... Le Rwanda, c'est parmi les hypothèses que vous développez alors. Donc le Rwanda, le fait que c'est un petit pays, ils ont besoin de beaucoup plus d'espace. Oui, ça dit que c'est une réflexion. C'est l'esprit scientifique que je me mets en réserve, mais sinon, est-ce que c'est de l'espace vital? Parce que l'espace vital, le Rwanda n'en a pas. Est-ce que c'est avec ça qu'il veut récupérer une partie des portions de notre terre pour donner à sa population? C'est aussi une hypothèse. Une hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce que le Rwanda voudrait nous voir toujours affaiblis, sachant très bien que la RDC, c'est un pays à revolver. C'est-à-dire que nous, tout le développement de l'Afrique pourrait partir de la RDC et que nous pouvons avoir cette leadership régional. Et sachant très bien un peu nos faiblesses, il veut toujours nous mettre en mal. C'est aussi deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, est-ce que le Rwanda nous veut nous faire une guerre par procuration? C'est-à-dire que le Rwanda voudrait être devant certaines choses pour au moins dire que je peux vous aider, mais protégez-moi, c'est-à-dire par les multinationales. Les multinationales qui voudraient faire du commerce, des minerais, et ça veut toujours pas les Rwanda. Est-ce que le Rwanda voudrait se faire comme un tout petit pays qui est satellite de certaines grandes puissances pour dire que pour entrer au Congo, je peux vous aider et nous pouvons manger ensemble. C'est autant des hypothèses que nous pouvons dire et on peut les examiner de manière froide si vraiment c'est sans ça la guerre, ou on peut dire que le Rwanda voudrait lui-même aussi déstabiliser cette partie de l'Est pour au moins exploiter. Parce que vous savez, le Rwanda, maintenant, c'est les ressources matières stratégiques, parce que le Rwanda fabrique maintenant, par exemple, des appareils téléphoniques, alors qu'il n'en a pas le matière stratégique. C'est-à-dire que le coltan, il veut toujours prendre de l'Est, et puis il devient producteur, semble-t-il, l'exportateur de certains produits stratégiques, alors qu'il n'en a pas naturellement. Parmi toutes les hypothèses que vous avez proposées, professeur, vous avez pondu, quelles sont celles qui semblent la plus... Quelle est celle qui semble la plus plausible de toutes ces hypothèses que vous avez évoquées? Oui, donc les hypothèses données sont presque toutes importantes, mais je pense que c'est le Rwanda, l'espace vital. Est-ce qu'il a les moyens de nous faire la guerre longue et puis prendre notre espace? Je crois que c'était aussi dans sa tête cet esprit de l'espace vital, mais il a trouvé les derniers éléments, les deux événements aussi. Je crois que le Rwanda est en train de faire des calculs en disant que non, ce n'est plus possible parce qu'il a trouvé que bien que nous avons des divergences politiques internes, mais on dirait pour Makamba Mabele, les Congolais sont unis. Donc, tout le monde ne parle plus de Tshisekedi seul, mais tout le monde se met autour de Tshisekedi ou autour de l'armée pour dire que non, on ne peut pas prendre un seul espace de notre territoire par un pays voisin, encore moins un petit comme ça. Donc, mais dans sa tête, c'était aussi une hypothèse plausible que chercher. On a vu depuis longtemps qu'on cherche à Minembwe, faire une petite ville centre de Tutsi, et après, maintenant, on cherchait d'entrer là-bas. Et deuxième chose, ce qui est important, plus important aussi, c'est l'histoire des minéraux. Parce que le Rwanda, ça fait grand quand même un tout grand petit pays par rapport à nos minéraux. Et ça exploite. Les minéraux sont recherchés à travers le monde entier et passés par le Rwanda, par ces grands États. Pourquoi ces États-là ne viennent pas négocier directement avec la RDC? Je ne sais pas comment le Rwanda présente comme recette à ces gens-là. Il ne faut pas... C'est inexplicable. Je ne sais pas comment le Rwanda respecte... c'est ça que nous disons, peut-être tu as anticipé, c'est que nous disons que nous devons savoir aussi
conduire notre diplomatie, c'est-à-dire la diplomatie, il y a plusieurs aspects dans cette diplomatie. Ce n'est pas vendre notre pays, mais par ce que nous avons, nous pouvons élaborer des stratégies diplomatiques. Parce que les déterminants géopolitiques que nous avons influent sur le comportement extérieur d'un État. C'est toute ma thèse à l'Université de Paris 1. Wow. Donc j'ai montré comment les déterminants géopolitiques, c'est-à-dire que les matières que nous avons, c'est-à-dire la dimension territoriale, la dimension humaine, la dimension culturelle, la position centrale que nous avons, ce sont des éléments qui concourent à tout État de mener une bonne diplomatie extérieure. Oui. Et ça, on ne comprend pas pourquoi on arrive à nous damer les pions. Parce que les Rwandais ne peuvent pas gagner devant nous par rapport à nos amis, comme vous le dites. Oui. Est-ce que, pourquoi nos amis ne viennent pas directement, ou des amis ne viennent pas directement, ils veulent toujours passer par le Rwanda. Est-ce que nous nous vendons mal? Est-ce que nous manquons de stratégies diplomatiques? Ce sont autant de questions qu'on ne peut pas les dire à la télévision. Mais j'espère que j'ai toujours dit qu'il faut un centre, un comité scientifique de défense où les professeurs, les experts civils, les professeurs d'université qui font des recherches en la matière. C'est aussi un problème de vous, scientifiques, vous ne vous mettez pas ensemble pour proposer aux dirigeants comment régler cette question. Non, le problème qui se pose, ce n'est pas ça. Le problème qui se pose, c'est que je vous dis aujourd'hui que j'avais proposé il y a déjà 20 ans, avec l'époque de Joseph Kabila, de créer un comité scientifique de défense pour faire la jonction entre la science et la politique. Et ça n'a jamais été accepté, ça n'a jamais été appelé. À un moment donné... Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, à un moment donné, j'avais quand même apprécié, quand il y avait l'histoire de Minebo, le président de la République a dit qu'il a nommé un comité scientifique pour au moins étudier froidement cette action, mais ça a été dissimulé et jusqu'à présent, on n'en parlait plus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'au Congo, c'est ce qui est dommage. Au Congo, il n'y a plus la démarcation entre les spécialités. C'est-à-dire que tout le monde est spécialiste. Tout le monde se proclame. Chaque fois qu'on te nomme conseiller à la présidence économique, tu es spécialiste de tout. Et tu conseilles à tout. Chaque fois quand on appelle quelqu'un qui est un politicien parce qu'il est ministre, il est spécialiste en tout. Quand on appelle un neveu qui est peut-être démographe, il vient spécialiste en diplomatie, tout. Donc, tout le monde est spécialiste, tout le monde est professeur, on ne sait plus exactement, alors qu'ailleurs, vous savez, ce que vous avez fait très bien, vous avez dit que non, parmi les professeurs, je pense que j'appelle le professeur qui est attitré peut-être à cette matière-là pour avoir au moins quelques idées. Je ne peux pas avoir toutes les idées, mais au moins probablement, on va dire que celui-là quand même a fait ses études. Oui. Quand je vous donne des théories par rapport à ma thèse, c'est que je fais des recherches pendant 9 ans à Paris pour au moins voir exactement quel est le déterminant, quelles sont les conditions ou les fondements de toute une bonne diplomatie. C'est ça qui était ma thèse. Et par rapport à ce que nous appelons la géopolitique de notre pays. Professeur, parmi les causes, parce que nous parlons aussi des causes de ces problèmes, il y a aussi l'arrivée de l'AFDL qui a ouvert ce couloir au Rwanda et à d'autres pays d'exploiter les minerais, parce que, semblerait à l'époque, la partie s'était pacifiée avant l'arrivée de l'AFDL. Mais c'est une hypothèse que je minimise par rapport... L'argument n'est pas très fort par rapport au Rwanda. L'argument n'est pas très fort. Parce que vous savez très bien, on ne peut pas revenir sur l'histoire. Moi, je ne suis pas là pour donner l'histoire. Mais vous savez comment les FDL est entré chez nous. C'est depuis 1994, si je ne me trompe pas, où il y a eu l'histoire des génocides. Et puis les gens sont entrés de nous ici. On nous condamne pourquoi on les a fait entrer avec des armes. Mais après, il y a eu des bombardements. Mais ce qui est important, mais après, il y a eu des accords. On a même demandé en Rwanda de nous joindre à nous pour venir traquer ces gens-là. Mais ils ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais trouvé. Pourquoi tous ces temps, ils parlent déjà des FDLR, mais jamais, avec des accords que nous avons signés, ils ne veulent pas venir voir ces gens-là. Même actuellement, qu'on trouve des preuves qui montrent que nous soutenons ces gens-là. Est-ce que ces gens-là sont encore en force de mener une guerre que le Rwanda, ou c'est tout simplement au niveau de dire parce qu'ils sont partis depuis longtemps, il y a des gens qui sont déjà morts, il y a des gens qui sont ils sont dispersés dans la nature. Ce n'est pas un argument fort, mais je trouve que pour ce côté là, je crois que nous cherchons toujours au moins, parce qu'il faut toujours des preuves. Vous voyez, nous avons des preuves pour au moins qualifier le Rwanda d'agresseur, parce que nous avons présenté au moins 2 éléments
de la police rwandaise. Et arrêté. Et nous avons maintenant des gens que nous arrêtons et qui font des témoignages. Nous voulons que ces gens aussi, les Rwandais, nous montrent par des témoignages comment les FDL, nous soutenons les FDL pour déstabiliser les Rwandais. Parce que nous n'avons pas intérêt à déstabiliser les Rwandais. Nous, quel intérêt avons-nous vraiment à déstabiliser les Rwandais? Parce que nous... Le brassage de l'armée, l'intégration de certains groupes armés dans l'armée, cela a aussi fragilisé... Non, mais ça c'était... a contribué à... C'était la bonne foi. C'était une bonne foi. C'est critiquable maintenant, mais c'était une bonne foi au niveau que vous faites des accords, au niveau que vous cherchez la paix avec les voisins, au niveau que vous voulez œuvrer pour la paix. Vous voulez œuvrer pour que les gens vivent vraiment paisiblement, parce qu'il faut savoir qu'en dehors de toutes considérations institutionnelles ou entre les États, mais avec le Rwanda, nous avons quand même les deux peuples qui ont connu une histoire. Et raison pour laquelle il y a tout un brassage de populations à l'Est là-bas avec les Rwandais. Nous sommes mariés avec des Rwandaises. Les Rwandaises sont mariés avec nous. Ça, c'est une dimension à ne pas oublier. Mais c'est cette bonne foi que les autorités congolaises ont toujours pour au moins essayer de calmer parce que nous avons quand même l'histoire. Mais malheureusement, nous avons... ou c'est un dirigeant qui voudrait toujours avoir des ambitions un peu démesurées, ou peut-être par d'autres procurations, les gens qui sont derrière. Mais nous avons toujours cette bonne foi pour au moins d'améliorer les relations entre les peuples, entre les deux peuples. Tout à fait. Professeur, on peut parler maintenant des solutions, des probables solutions à ce problème diplomatique, sécuritaire ou même de défense. Quelles sont les probables solutions qui peuvent être sous la table des dirigeants aujourd'hui afin de résorber la crise? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, la première chose, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire à la télé, même si on peut dire certaines choses. Hein. On ne peut pas dire à la télé... C'est la guerre, c'est la guerre. C'est très... moi, en tant que spécialiste, moi j'ai fait l'Institut africain d'études stratégiques. C'est-à-dire que je suis diplômé en dehors de la thèse et des doctorats en relations internationales. Je suis diplômé de l'Institut africain d'études stratégiques. C'est à ce titre que je donne aussi les cours de géopolitique et de géostratégie. Là, c'est au Sénégal ou... Non, j'ai fait au Gabon. Au Gabon. Donc, à l'université de Kinshasa. Et qu'il y a certaines choses stratégiques qu'on ne peut pas dire à la télé. On peut le dire que dans un laboratoire. Parce que dans un laboratoire, il y a tout ce qui se passe. On peut former des poudres là-bas. On peut former certaines choses. Et ce sont ce qu'on appelle, ce sont des secrets de l'État congolais. Et ça doit se trouver dans les laboratoires. Ce que nous disons à la télé, tout le monde l'écoute. Je ne peux pas te dire... On peut vous consulter oui, aussi. Oui, mais voilà. Non, je vous donne les fondements pour vous dire que je peux vous répondre, mais peut-être vous donner des choses que je ne pouvais pas les dire ici si j'étais dans un laboratoire ou si j'étais dans un centre de recherche stratégique, comme on le fait ailleurs. Okay. Mais je peux te dire d'un coup que pour la situation à l'Est, il faut, comme je t'ai dit, il faut qu'il y ait jonction, première chose, jonction entre la politique et la science. Ça peut, pourquoi? Parce que la science peut déceler des événements sans complaisance, nos faiblesses, nos points forts, et dire à l'autorité de ce qu'il faut faire. Mais ça, je ne peux pas vous dire les faiblesses que nous avons à la télé. Mais dans un rapport, je peux le dire. Et ça, c'est important parce qu'on peut concevoir une bonne stratégie qu'avec des éléments réels. Il ne faut pas cacher les éléments et concevoir une stratégie. Mais la stratégie actuelle, elle est défaillante. Non, je ne dis pas la stratégie est défaillante parce que moi, je ne suis pas dans les états-majors généraux, mais je peux te dire tout simplement que non, actuellement, il faut encourager nos forces armées qui sont au front. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour le sacrifice et surtout le patrie est en danger. Deuxième chose, il faut se préparer diplomatiquement. Comment faire cette se préparer négocier avec le Rwanda directement ou avec le M23? Se préparer diplomatiquement. Diplomatiquement, ce n'est pas... Vous savez, c'est ça... La diplomatie, dans ce contexte-ci, oui. Qu'est-ce qu'elle va porter? Non, c'est ce que j'ai dit. Il faut
d'abord, par la diplomatie, arriver à classifier, à condamner les Rwandais que c'est un agresseur. C'est important sur le plan des relations internationales, sur le plan international. Que les institutions internationales, que l'ONU, que la SADC, que l'Union africaine et d'autres organisations sous-régionales condamnent le Rwanda clairement que vous êtes agresseur et comme vous êtes agresseur, voilà ce qui se passe sur le plan du droit international quand vous êtes agresseur. On peut t'isoler, on peut te faire un embargo économique. Mais jusqu'à présent, les gens nous disent que ce n'est pas bien, ce que le Rwanda fait, mais ce n'est pas... Il faut mais aucune sanction. Mais on ne dit pas que vous êtes agresseur et voilà, par votre l'infraction d'agresser un État souverain, voilà ce que vous pouvez mériter. Ça, c'est la première chose, c'est un combat, c'est un défi qu'on doit relever sur le plan diplomatique. Et je pense que, bon, pour l'instant, je crois que notre patron de la politique étrangère, donc Christophe Lutundula, je crois qu'il est en train de se démener comme un lion pour attendre la voix et d'essayer que les gens condamnent le Rwanda. Mais c'est pourquoi, à ce point que je dis, est-ce que c'est une réflexion des chercheurs sur l'aspect diplomatique? Est-ce qu'il faut-il continuer à mener cette diplomatie classique d'aller aux Nations Unies, d'aller à l'Union africaine, d'aller à la SADC, et qu'on trouve que souvent, il y a de l'hypocrisie des États où on dit oui, d'accord, on a compris, mais sous les réalités, il n'y a pas une force qu'on donne à la RDC ou qu'on ne condamne pas franchement là. Est-ce qu'on peut toujours continuer à cette diplomatie-là? Alors moi, je dis, il faut changer la donne. Je crois qu'il faut maintenant chercher une forme d'autre diplomatie, peut-être diplomatie liquide ou diplomatie d'influence, c'est-à-dire soft power, même si on n'a pas de moyens, même si on n'a pas de moyens violents, pour au moins avoir notre faveur ou convaincre nos électeurs, mais par d'autres communications, d'autres élégances, d'autres cultures. Diplomatie liquide, diplomatie soft power. Non, soft power, c'est-à-dire que ce sont des formes de diplomatie où on peut convaincre quelqu'un sans utiliser la violence. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, tu peux être favorable à ma cause, par ma communication seulement, par mon contenu, par ma façon de vivre avec vous, par ma participation à votre émission, par d'autres dispositions culturelles que je suis comme Omeonga, l'identité de Omeonga, tout ça. Vous voyez ça? Donc, c'est pourquoi nous parlons de sport aussi, si vous voulez bien, par la culture. Nous étions à Dubaï, le Congrès était là, tout ça. Et ça, ce sont des éléments qui peuvent aussi attirer l'attractivité d'un État, sans pour autant s'imposer par la force. Bon, il y a toujours des débats sur ça. Il y a des gens qui parlent de l'irréalisme, de l'idéalisme, mais toujours les deux, il faut toujours accompagner de cette soft power, pas aussi une force toujours militaire, mais il ne faut pas qu'elle se prenne le devant. Deuxième chose, vous me demandez de la diplomatie liquide. Non, la diplomatie liquide, je vous l'ai dit, c'est la diplomatie qui se passe par l'intermédiaire des acteurs non informels, c'est-à-dire non étatiques. C'est-à-dire que... Tels que les multinationales. C'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire que moi, je suis professeur Omeonga. Vous avez besoin de me convaincre ou me demander que je signe votre attestation pour que tu sois assistant à l'université de Kinshasa. Tout à fait. Bon, il faut d'abord passer par les départements. Mais il y a actuellement, tu peux aussi chercher des gens qui sont aux alentours des professeurs Omeonga qui ne sont pas à l'université. D'autres personnes informelles qui ne sont pas dans les instituts universitaires, mais qui sont très forts à côté de moi, qui peuvent me convaincre avant que tu me vois. Il peut dire que non, nous étions avec le professeur Omeonga, nous l'avons convaincu pour qu'il signe ton attestation, mais maintenant, il faut déposer les dossiers tel jour parce que ça sera soutenu. C'est-à-dire qu'après avoir vu... Passer par un intermédiaire. Voilà, après avoir vu des réseaux des États informels ou des acteurs informels, on peut au moment opportun arriver à la structure officielle et tout être efficace et très rapide et les résultats est palpable. C'est une forme de diplomatie qui se passe actuellement. Au lieu que de passer par des hypocrisies des États, aux Nations Unies, vous savez que les Nations Unies, les Rwandais a des réseaux là-bas, vous savez que les Rwandais, donc à chaque fois on ne condamne pas les Rwandais, mais on vous dit, on a compris. Y a-t-il une diplomatie qu'il faut privilégier parmi toutes ces
toutes les catégories de diplomatie que vous avez proposées tantôt là, qu'est-ce que nous pouvons privilégier en ce moment? Non, mais pour l'instant, il par faut, exemple, pour que la... il faut qu'il y ait la diplomatie de soft power, il faut qu'il y ait la diplomatie liquide, pour qu'on... Il faut des spécialistes comme vous non, mais nous, pour le on, faire, non, pour aider à porter la main forte. mais à la présidence, il y a beaucoup de spécialistes. Au ministère des Affaires étrangères, il y a beaucoup de spécialistes, il y a des agents. Mais nous, par rapport à nous, c'est que nous faisons des recherches. Quand je vous parle de diplomatie liquide, vous allez partout aux affaires étrangères, vous n'allez pas trouver de diplomatie liquide. Vous êtes le non, mais ça passe que par mes recherches, parce que moi, j'ai vu que de ça, faire des recherches sur la diplomatie, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je peux découvrir quelque part que non, dans tel ouvrage, il y a telle chose qui s'est passée. Quand je vous parle, par exemple, de la mobilisation actuellement, qui est en train de se faire, c'est un élément très important. Parce que j'ai vu que dans des guerres antérieures, à chaque fois que le pays est occupé, on demande toujours une mobilisation anémique de la population. C'est-à-dire la mobilisation affective de toute la population. Non seulement matérielle, mais affective et morale. Là, vous êtes contre l'expulsion de l'ambassadeur rwandais. C'est un élément contre la diplomatie. Pourquoi? Expulser l'ambassadeur rwandais, parce que le Rwanda, c'est le pays qui agresse d'ailleurs. Non, mais il ne faut pas voir des choses comme ça, parce qu'il y a des principes diplomatiques, c'est que nous donnons. Parmi les solutions... Il ne faut pas aussi réagir par émotion. Ça, c'est de l'émotion. Non, il ne faut pas réagir par émotion. Il ne faut pas suivre la population. Toi, tu es institutionnel, tu es un dirigeant. Quand il n'y a pas encore une déclaration de guerre ouvertement, il faut toujours aménager l'espace diplomatique. Hein, on risque de... tu es en train de faire bien et gâcher à la dernière minute par émotion. Vous voyez ça? C'est ça que nous ne devons pas suivre. Rompre les relations diplomatiques non, avec pourquoi? le Rwanda. Non, c'est-à-dire qu'on... Il y a des preuves, des éléments déjà qui démontrent que c'est le Rwanda qui a... Oui, c'est-à-dire que, vous voyez ça par exemple, c'est pourquoi je dis on ne peut pas dire tout ici malheureusement. Vous avez envie de le dire. Hein? Le président de la République, le Rwanda a occupé une partie. J'ai vu le Conseil supérieur de défense dire que le Rwanda, peut-être on ne lui a pas donné le délai, on devait dire que dans une semaine, vous voulez que vous quittez la ville et donc le centre occupé. Bunagana. Deuxième chose, est que on renforce en disant que voilà le Rwanda auprès de nos voisins, d'autres voisins, auprès de l'Union africaine. Et que tout ça, c'est comme disait Mitterrand, que j'ai amené tout ce qu'il faut faire sur le plan diplomatique. Maintenant, il faut que les armes parlent. Il faut maintenant que les armes parlent. Oui, mais non. J'ai dit, je vous donne l'exemple de Mitterrand. D'accord. Quand il y a eu les guerres de Kosovo, je ne sais pas de l'Irak. Oui. Quand on a mené des actions diplomatiques, ça n'a pas marché. Et que l'opinion est convaincue que la RDC a mené, comme nous le faisons, un forcing diplomatique. Malheureusement, de l'autre côté, ils cherchent la guerre. C'est-à-dire que nous voulons convaincre aussi que quand nous faisons la guerre, que les gens comprennent pourquoi nous avons fait la guerre. Mais il ne faut pas aller dans les émotions tout de suite, parce que il y a ce qui se passe à l'Est là-bas, et puis on commence à saccager l'ambassade du Rwanda, on commence à faire éloigner l'ambassadeur ou le mettre en mal. Non, nous ne devons pas... En diplomatie, il faut prendre un petit temps de répondre, de réagir. On ne peut pas réagir sur les émotions, il faut prendre des petits temps. C'est un des principes très importants. Parce que nous avons vu qu'à l'époque, il y a beaucoup de... La diplomatie à la Poutine, où il agit, il attend que vous agissiez. Non, ce n'est pas une bonne diplomatie. C'est ce que je voulais dire en fait. La diplomatie est toujours soutenue par la défense. C'est-à-dire qu'une bonne diplomatie est en train d'être négociée, où on négocie très bien, quand sur les terrains d'affrontement, tu es en bonne position. C'est pourquoi vous voulez parler de Poutine. Poutine, même s'il voulait négocier, mais il a voulu quand même avancer un peu plus loin avec ses militaires. Parce que si on est en bonne position sur les plans d'affrontement, la négociation, tu es aussi en bonne position pour la diplomatie. Vous voyez ça? Mais nous ne pouvons pas pour l'instant négliger l'aspect diplomatique pour au moins aller directement à l'option de la guerre, d'affrontement. Déjà, le rapport de force entre la RDC et le Rwanda, il est en faveur de qui? Oui, mais c'est ça, voilà. C'est en faveur de qui? Ça, c'est un cours que je donne à l'université de Kinshasa. Ça, c'est le cours de géostratégie. Oui. C'est-à-dire que les gens qui envoient la RDC à faire la guerre contre le Rwanda tout de suite, il faut qu'il y ait déjà examen de ce que nous appelons les fondamentaux d'une guerre. Les fondamentaux. Et parmi
les fondamentales. C'est-à-dire que parmi les gens, les fondamentaux que nous avons, il y a les rapports de force. Il faut examiner dans un laboratoire les rapports de force, savoir qu'est-ce que le Rwanda a comme par rapport à nous sur le plan effectif, sur le plan d'équipement, sur le plan des spécialités, sur le plan des des armes de bombardement. Nous devons savoir ça. Et si nous devons savoir, nous évaluer aussi nous-mêmes sur le plan interne, si nous pouvons déjà faire la guerre. C'est ça qu'on rapport de force. Connaître les éléments de votre adversaire par des renseignements réels. Il faut que nous ayons des informations réelles de tout armada militaire rwandais. Et nous allons nous préparer à conséquence. C'est difficile d'avoir ces... Non, comment c'est difficile? Ces informations-là. Non, c'est pas difficile parce que nous avons dans notre pays, et ça, moi je l'ai fait quand je suis arrivé à 98 ici, et j'ai été recommandé au ministère de la Défense, à l'étage-major général, chez mon aîné qui est, je crois qu'ici, et que lui m'a dit, c'est votre spécialité, il m'a envoyé à la Demian Pakitambu là-bas. Et là, avant de partir, il m'a demandé une chose, de séparer les renseignements militaires et le renseignement civil, l'ANR, parce qu'il y avait un chevauchement. Et alors, pour vous répondre à votre question, nous avons ici deux sortes de renseignements militaires internes et nous avons aussi le renseignement militaire externe. Les renseignements militaires externes, ce n'est pas tout simplement être ici au Congo, c'est par le moyen, je ne peux pas le dire ici, on devait déjà envoyer des gens dans plusieurs pays pour nous donner les informations sur les éléments, comme on dit, les sites névralgiques d'un pays ennemi. C'est ça qu'on se sent. C'est-à-dire que nous devons, et je suis sûr que l'état-major général, surtout les départements de renseignement, ils ont ce travail-là de savoir exactement, voilà, ce que nous avons comme élément. Mais c'est très important. On ne peut pas attaquer un État sans avoir toutes ces informations. Ah, voilà. C'est ce que nous dit. Il faut que nous ayons des géostratèges, les gens qui vont chercher des informations réelles par rapport à l'ennemi avant de déclarer la guerre. Parce que ça nous permet à préparer la guerre. Ça nous permet à préparer des moyens conséquents, comme on dit dire. Vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit, parce que le temps passe, dans la perspective, peut-être on va voir la conclusion, il faut qu'il y ait la permanence et la préparation de la guerre. C'est pour dire que non, pour l'instant, on ne peut pas aller à la logique de la guerre tout de suite, à moins qu'il y ait une exagération de la part de notre adversaire, de notre politique, de notre ennemi. Le Rwanda. Le Rwanda. Mais pour l'instant, le Rwanda aussi, il est tenté de réfléchir parce que il y a un individu Paul Kagame, il y a sur le peuple rwandais, il y a aussi des civils rwandais qui parfois ne sont pas d'accord avec ce qu'il est tenté de faire. Donc c'est un problème de leadership. Ce n'est pas forcément un problème du peuple rwandais. Donc c'est-à-dire que Kagame veut se montrer comme un leadership régional. Et c'est quelqu'un qui est quand même intelligent, quelqu'un qui s'organise très bien, parce que moi j'étais à Kigali plusieurs fois, j'ai vu que le pays s'organisait bien, mais il ne faut pas aussi avoir des ambitions démesurées, par exemple, chercher de l'espace chez nous, parce qu'on est faible. Non. Et le pasteur Ekofo l'a dit. Même aujourd'hui, et je ne pense pas qu'on ne va pas lui donner encore le temps qu'il prenne un espace chez nous, non. Parce que, vous savez, on dit dans la guerre ancienne, et même actuellement, on a dit toujours un élément très important, je termine par là. Oui. Vous pouvez anéantir l'institution militaire, mais vous aurez du mal à gouverner si la population n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'affaiblissement de l'institution militaire et en même temps la dissuasion civile. C'est-à-dire que vous voyez par exemple, aujourd'hui, même si les Rwandais entrent chez nous et la population hostile à l'occupant, il aura du mal à régner en République démocratique du Congo. Et quelle peut être la position de l'armée? La position de l'armée ou le rôle que peut jouer l'armée pendant cette période-ci? Mais l'armée, il est là, mais ça dépend, ce que j'ai dit. L'armée est en train de se battre là-bas, de s'organiser. Et je pense qu'il faut aussi renforcer cette armée par les moyens conséquents. C'est-à-dire qu'il faut l'équipement. Bien que nous sommes dans un climat d'embargo, vous savez très bien, nous sommes dans un climat d'embargo. Donc il fallait aussi la diplomatie essayer d'expliquer que nous devons aussi nous défendre. Parce que là, les Nations Unies, toutes les institutions internationales savent très bien qu'on ne peut pas refuser à un État la légitime défense.
On ne peut pas être ce qu'a fait les Rwandais, c'est légitime défense. On peut toujours réagir. Mais il faut réagir d'une manière intelligente. La guerre, on ne la mène pas comme... Que répondrez-vous à une personne comme Martin Fayulu qui dit que c'est un problème de leadership Non. Du président Tshisekedi? Non, mais il ne faut pas me faire revenir sur des faits très banals, comme c'est des faits très banaux, on peut dire, ou des dimensions un peu... Non, nous parlons des choses sérieuses. Non, lui il est en train... il est dans une stratégie en perspective des élections en 2023. Il ne voulait pas il ne voulait pas, comme on dit, perdre ce qu'il a, comme dit qu'il est président toujours, mais on ne peut pas suivre des déclarations comme ça, les problèmes de leadership. Les Tshisekedi, on sait très bien que c'est Tshisekedi le président de la République, mais pourquoi tout le monde se lève contre les Rwandais et tout le monde est derrière le président de la République, tout le monde est derrière les forces armées? Quel leadership? Lui, au moins, lui va venir pour dire que non. Je vous ai dit au départ que c'est un élément très important actuellement que nous avons une dissuasion civile. Les Rwandais savent très bien actuellement qu'on ne peut pas faire de l'aventure, même si nous avons une faiblesse militaire, mais il y a la population qui est derrière le chef. Parce que c'est un élément important pour toute guerre. La mobilisation de tout un peuple. C'est un élément qui fait peur. Oui, mais c'est une dissuasion civile, c'est la dimension humaine, on ne peut pas le minimiser. Qui était très... Même s'il n'est pas de qualité, mais la dimension, vous savez, quand les gens, dans toutes les frontières, voudraient entrer en Rwanda, vous avez vu, Barbarie soit comme ça, oui. On peut dire tout simplement écoutez, Goma, Bukavu, entrez, même si on vous tue là-bas, mais l'Équateur va rester, Kinshasa va rester, et nous gagnons la guerre. Parce qu'il ne peut pas faire, nous, face à une guerre populaire et longue, le Rwanda ne peut pas faire avec nous une longue guerre. Et populaire, non. Le Rwanda n'a pas de peuple comme nous. Non. Mais il faut qu'on s'organise. Même s'il est petit, il s'organise, mais aussi nous devons capitaliser tous les éléments géopolitiques que nous avons. La dimension humaine. Nous sommes nombreux. Il faut essayer de qualifier, d'essayer de rendre ça très, à la qualité de nos soldats. Il faut essayer... Il faut renforcer l'effectif militaire. Il faut l'effectif militaire, mais de qualité. C'est-à-dire qu'il faut une formation. On ne faut pas amener les gens comme ça. Il faut une formation dans l'armée. Parce que dans l'armée, ça dit qu'il y a des spécialités. Est-ce que nous formons des parachutistes? Est-ce que nous formons des unités de combat? Est-ce que nous formons des spécialistes en renseignement? Est-ce que nous avons... Il faut actuellement, comme je dis, parce que nous ne sommes pas dans les laboratoires, le République démocratique du Congo doit, et je pense qu'il a ça, ce que nous appelons forces spéciales. Les forces spéciales. Les forces spéciales réagissent au moment où la... Non, la force spéciale, c'est-à-dire que au moment où nous parlons, nous pouvons voir que certaines unités sont déjà à Rwanda. Vous voyez ça? Oui. Ce sont des gens, des forces spéciales, ce sont des unités à des combats difficiles, à des situations difficiles. Ils devaient se trouver déjà dans les marchés rwandais pour savoir où se trouvent. Je pense. En train d'avoir des informations. Mais tout à fait. Et des forces spéciales, c'est-à-dire qu'ils font le travail, ils ne durent pas longtemps. C'est pourquoi vous avez vu à l'Ukraine, quand Poutine dit, bon, ce n'est pas la force spéciale va tout simplement venir et terminer l'affaire puis rentrer. Vous voyez ça? Bon, je pense que notre armée est organisée. C'est une unité d'élite. Notre armée d'élite est organisée, comme les Israéliens, ils ont des forces spéciales terribles. Vous voyez ça? Et nous devons nous organiser beaucoup, même pour des alliances de revers. Est-ce que si nous voulons attaquer le Rwanda aujourd'hui, quel serait notre allié pour contourner le Rwanda et l'attaquer comme vous avez vu? Si nous avons perdu la Bunagana, c'est parce qu'il y avait une alliance revers. Au moment où nous combattons, les M23, ils sont passés par le Rwanda et ils nous ont attaqués par derrière. Et nous, si nous voulons attaquer le Rwanda, nous devons aussi savoir, nous devons contourner la guerre, le Rwanda. Et ça, on ne peut pas le dire ici. Il faut mettre en place ce comité scientifique. C'est ce que j'ai toujours dit, mon frère, depuis au moins 20 ans, dans l'époque de Kabila. Je ne sais pas où, dernièrement, j'ai été très content. J'ai été contacté même un autre collègue professeur, quand le président dit que non, pour l'histoire de Minembwe, qu'on mette un comité scientifique, il dit, ah, j'ai été bien compris, mais c'était parti jusqu'à présent. Il faut un comité scientifique de défense qui sera lié ou à la présidence ou au ministère de la Défense. Et là, on va se dire des choses entre les Congolais. C'est vie et mort. On prépare des poudres. Tant qu'il n'y en a pas, la guerre risque de persister. Non, pas de persister, mais j'étais un élément important pour au moins des perspectives d'avenir.
Parce que qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire que nous devons, dans la perspective, nous sommes vers la fin. Tout à fait. Nous sommes vers la fin. Qui prépare la paix, prépare la guerre, prépare la paix, prépare la guerre. Oui. Nous devons y penser au civisme et à l'éducation civique de nos enfants. Nous devons penser au recrutement, au service national et tout ça. Nous devons penser à faire comment on dit, l'armement psychologique de nos militaires. L'armement psychologique, c'est-à-dire que pour qu'il y ait cet armement psychologique, il faut que les militaires se trouvent dans des conditions sociales bonnes. Il faut bien les payer. Il faut bien les payer, pas seulement les payer, mais de loger aussi. Et voir l'éducation de ses enfants. Il est à la guerre. Même s'il dit savoir, même si je mourrai, je pense que ma femme va toujours recevoir les soldes et mes enfants vont toujours aller à l'école. Mais il ne faut pas qu'il ait dans sa tête une guerre qu'il peut tenter de faire pour les autres. Non. C'est tout l'armement militaire, psychologique. C'est facilement un militaire qui n'est pas dans des bonnes conditions, il peut trahir. Oui, mais tout à fait. Ici, il n'a plus rien. Il sait très bien que non. Sa femme lui téléphone que non. Depuis au Tikangbiso Awa, toujours lié à leur côté. Ça lui décourage. C'est ce que j'appelle des conditions sociales, même si on lui paie là où il est. Il faut qu'il voit que non, ses enfants voient les papas, nous étions à partir à l'école. C'est ça, ce que je voulais dire. Et c'est ces choses-là, on ne peut pas les dire à la télé comme je te parle, mais j'ai beaucoup de choses qu'on pourrait dire dans un laboratoire. Et le laboratoire, ce n'est pas quelque chose de nouveau des professeurs Omeunga, mais actuellement, dans tous les grands pays, il y a les centres de recherche stratégiques qui sont là pour même la conduite de la politique étrangère, qui sont là pour la conduite de la défense et sécurité, qui sont là pour les renseignements, essayer de s'adapter aux conditions actuelles. Donc la diplomatie doit se transformer. La science a un rôle très important dans la défense d'un État. Oui, c'est pour dire que, en gros, pour l'instant, je crois que l'option diplomatique, nous la maintenons jusqu'à présent par rapport à ce que nous trouvons à l'Est. Et deuxième chose, nous avons toujours à la tête l'option militaire qui est toujours là. Et il y a l'option diplomatique militaire, il y a l'option politique, c'est-à-dire essayer de démoraliser les gens comme des fayoulous qui voudraient faire des fissures au moment où nous cherchons l'unité pour combattre l'ennemi. Et l'ennemi cherche toujours des fissures comme ça pour entrer. C'est très important qu'il y ait la guerre. Il faut qu'il y ait l'unité. Mais quand il y a des fissures sur les pensées, très bien, celui-là, il est contre, celui-là, il est pour. On entre par là et nous sommes trahis, nous sommes infiltrés. Mais si on fait bloc pour au moins une cause juste qui est la patrie en danger, on va gagner. On ne va pas. Ces genres de discours sont à bannir pendant cette période. Non, c'est-à-dire pour l'instant, à bannir, il faut attendre qu'il y ait peut-être, quand nous serons bien avec notre voisin, nous mettons des choses au clair, il se retire de notre territoire et on fera voir les élections. Là, il aura le temps de parler. Mais pour l'instant, tout le monde voudrait qu'il y ait la mobilisation affective et morale, matérielle autour de nos forces armées et autour des chefs de l'État. C'est ça qui est très important. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui, mais venez avec les divisions de leadership. Il faut qu'aujourd'hui, s'il arrive au pouvoir, lui, tout de suite là, il va gagner la guerre à demain comme ça. Il va déplacer le QG de l'armée vers l'Est déjà. Non, c'est une solution, parmi les solutions qu'il a proposées. Oui, mais les problèmes, vous savez que je suis très content parce que, vous savez, vous m'avez dit à un moment donné, on n'a pas le temps, beaucoup de choses qu'on pourrait... Vous savez l'histoire des brassages. Oui. L'histoire des DDR, l'histoire des insertions. Oui. C'est là où nous sommes tués nous-mêmes. Parce que nous avons été de bonnes femmes, mais c'était là où nous avons mis tous les ennemis sous le dos. C'est ça. C'est ça parce qu'on a... On a intégré les ennemis. Parce qu'on a désarticulé la structure du gouvernement et des militaires. On a nommé dans toutes les zones de commandement... des étrangers. Les étrangers, soit des étrangers entre guillemets, parce que je ne connais pas bien. Mais ce que j'apprends, c'est ça. Oui. Parce qu'il y a un ami qui m'a montré, il dit là-bas à Lumbashi. Et regarde là-bas au Nord Kivu. Et regarde là-bas à Maniema. Et regarde, il n'y a que dans les zones de commandement, il n'y a que des gens qui avaient des nationalités douteuses. Et ça, c'est un élément important qui a désarticulé les structures de l'armée. Donc, il faut des réformes. Un défi. Si on peut arriver, nous avons un défi diplomatique à faire. Nous avons un défi de l'armée, de la défense à faire, c'est-à-dire qu'il faut
la réforme est vraiment réelle sur le plan des renseignements militaires et sur la politique de défense et sur les systèmes de défense. Je parlais bien en tant que spécialiste. Politique de défense, les systèmes de défense et les renseignements militaires. Vous voyez ça? Ce sont des branches qui sont différentes. Qui sont des branches, mais tous, c'est dans l'état-major, c'est de la défense. Mais il y a aussi, ce que je voulais dire à ta spécialiste, à l'Est, nous devons savoir, heureusement maintenant, parce qu'à un moment donné, il y avait le problème de la guerre qui était, et on ne savait pas exactement qui combattait avec nous, si c'était la guérilla ou c'était les terroristes. On a dit les M23 et les terroristes. Maintenant, il faut chercher des moyens pour combattre les terroristes. Or, les terroristes, on ne peut pas les combattre seulement avec l'armada militaire. On a vu ailleurs, en France, aux États-Unis, ils n'ont pas pu anéantir les réseaux terroristes par l'armement militaire. Parce que ce sont des gens qui se réunissent à tout moment. Donc, il faut des renseignements très importants en dehors des renseignements militaires. Il faut des renseignements civils et au moins interculturels. C'est-à-dire que même à l'Est, nous ne pouvons pas compter seulement sur les renseignements qui viennent des militaires. Il faut compter sur les renseignements de la population. Parce que rien ne se fait sans que la population voit. S'il y a des ennemis qui entrent dans une frontière, la première chose, les gens qui voient la première chose, c'est la population. Et ceci, vous êtes ensemble avec la population, ils savent comment informer. Ils savent, par les manières traditionnelles, dès qu'ils ont les ennemis, ils informent et ça arrive à l'autorité militaire. Et si nous ne sommes pas en symbiose avec la population, donc ça devient difficile. C'est pourquoi nous devons faire un effort aussi d'être toujours essayé psychologiquement de désinformer, de donner des bonnes informations à la population locale. Parce qu'on les a détournés par rapport à l'autorité gouvernementale. Merci beaucoup, professeur Omeonga, d'avoir répondu à notre invitation. Mais un dernier mot, professeur. Oui. Demain, si cette guerre ne s'arrête pas, quel peut être l'avenir de cette partie est du pays? Non, mais il ne faut pas m'amener à demain s'il n'y a pas de si. Je crois que la guerre va s'arrêter. Non, moi je ne peux pas entrer dans les si. C'est que ça passe maintenant actuellement. Le Rwanda est en train, je dis, moi je parle à connaissance des causes. Le Rwanda est en train de se demander comment nous nous organisons. Le Rwanda est en train de voir comment la population s'organise. Pas seulement au Congo, mais la diaspora. Et ça, c'est un élément très important. Deuxième chose, on sait très bien qu'on ne peut pas croiser les bras diplomatiquement. On sait que nous nous préparons aussi. Nous ne sommes pas des enfants. Effectivement, nous avons perdu la dissuasion militaire avec l'entrée de l'AFDEL, parce que les gens là, ils ont su nos sites stratégiques. Mais nous devons maintenant bloquer les choses, enlever les infiltrés et préparer notre dissuasion. Quelqu'un ne peut plus jouer avec nous. Je pense qu'il n'y a pas de si, mais je pense que la guerre va s'arrêter. Tu me demanderas un jour, parce que si, je t'ai dit, on n'a pas encore déclaré la guerre, on n'a pas encore coupé les relations diplomatiques avec le Rwanda. Et si on arrive à ça, donc... les choses vont changer. Les choses vont changer parce que tout Congolais deviendra un soldat. Et le veillard, les enfants et vous autres, les jeunes, nous allons combattre ensemble et le Rwanda ne peut pas tenir 30 jours. Donc, nous ne sommes pas encore là, nous sommes dans le niveau des négociations, au niveau de mettre en témoin l'opinion, au niveau de nous préparer sur le plan interne, au niveau aussi de préparer psychologiquement. Et vous savez que les jeunes, on est en train de recruter, de former. Nous aurons des réservoirs, nous avons une dimension territoriale de l'étendue parce qu'on a beaucoup de choses à manger et le Rwanda ne peut pas faire une guerre de 30 jours avec nous, même s'il y a des gens qui sont derrière, mais nous aussi, nous allons nous préparer à couper ses amis et nous rendre nos amis à nous, comme vous avez dit. Les réseaux diplomatiques rwandais, on peut aussi l'anéantir par des spécialistes, mais il faut éviter que tout le monde au Congo devienne spécialiste et ça n'avance à rien. Merci beaucoup, professeur. Omeonga, expert en questions diplomatiques, défense et sécurité, d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Omeonga propose donc la mise en place d'un comité scientifique de défense pour mettre fin à la guerre, mettre fin à la crise. C'est parmi les solutions qu'il a proposées. Parmi les solutions, effectivement. Parmi les solutions, justement, qu'il a proposées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est à sa fin. Nous vous disons donc merci
et bonne suite des programmes sur Congo Buzz Télévision. On se retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.